Je vais juste faire une petite intro un peu sur les dynamiques des sujets en cours, et puis après, on fera deux focus, notamment on parlera de l'IA Act, et on fera un focus après sur les LLM. Alors on est dans un contexte assez particulier, parce que en fait, j'ai juste fait un petit schéma à partir de Google Trends de la tendance Artificial Intelligence. On n'a jamais autant parlé d'IA, donc c'est une bonne chose, puisque entraîné par le buzz de ChatGPT, finalement, ça a permis de remettre vraiment l'IA au cœur de beaucoup de discussions. Ça fait une stimulation entre les acteurs qui se battent quotidiennement à coup de communiqués de presse en disant qu'ils sont plus forts les uns que les autres. Et les budgets, globalement, sont en hausse. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour à la fois la communauté de chercheurs et la communauté et les entreprises, puisque globalement, les entreprises mettent le poids du corps sur ces sujets. Du coup, on l'a vu tout à l'heure avec Alexandre, les organisations sont en pleine mutation, il y a des nouveaux postes qui se créent, il y a des nouveaux leaders dans les entreprises. Les CTO doivent maintenant travailler en binôme avec un CDO ou alors un Chief AI Officer. Et par contre, il commence à y avoir un peu dans des entreprises des gens qui commencent à tousser, à se dire bon, c'est bien gentil tous ces budgets sur l'IA, mais quel est le ROI de toutes ces activités? Et parfois, le top management n'y comprend pas grand-chose, donc du coup, il commence à se dire est-ce que j'ai bien fait d'investir ou vraiment comment j'arrive à tirer du ROI? En tout cas, on voit de plus en plus ces mots qui arrivent. Donc, la nécessité de structurer les données et de les certifier, de les organiser, elle est toujours là. Et ça nécessite des data ingénieurs et des spécialistes aussi bien en ETL et en business intelligence. On verra aujourd'hui dans certaines présentations. Ça nécessite de sécuriser aussi les données, puisque il y a eu de plus en plus, on continue à avoir des attaques de tous les jours. Et puis il y a ces nouveaux sujets autour des LLM, etc., où tout le monde est un petit peu en train de regarder le truc dans tous les sens et de se dire bon, c'est bien beau, on a fait des POC en 2023, comment maintenant j'arrive à industrialiser et comment j'arrive à créer de la valeur à la fin du mois dans mon organisation sur ces sujets, sans perdre en sécurité, puisque j'ai pas envie de compromettre mes données. Contexte social, on ne peut pas le nier, il est à un contexte où il y a une forte inflation, il y a des faillites d'entreprises, il y a de la déconsommation, il y a des crises dans certaines filières. Et donc en fait tout ça crée finalement un écosystème qui est à la fois, on voit des sujets IA qui est un vrai sujet de buzz, et en même temps on voit un contexte économique qui est difficile, et un contexte écologique où on a de plus en plus de journalistes d'investigation qui font des recherches qui sont pertinents et qui aussi mettent en exergue les aberrations de notre économie autour à la fois des déchets, autour on l'a vu récemment autour de la partie fast fashion. Donc du coup, ça crée aussi des opportunités à la fois dans l'économie circulaire, à la fois dans la mise en place de réflexions autour de la frugalité. Et donc à Digital Aquitaine, on est vraiment content de se dire qu'on va aussi faire notre part des choses et de réfléchir à comment tout ça finalement va s'inscrire dans une dynamique de numérique responsable. J'ai fait un petit focus sur le côté investisseur parce que je pense que ça bouge des deux côtés, aussi bien côté investisseur et côté consommateur. Les gens sont de plus en plus en demande, en fait, finalement. On a des investisseurs qui, comme d'habitude, continuent à utiliser leur argent pour la réinjecter dans l'économie réelle via des sociétés de gestion, ou alors directement en finançant via le principe de business angel, en finançant des participations. Mais ces investisseurs, ils changent un peu de mindset et aujourd'hui, ils sont de plus en plus en demande d'avoir de l'impact, de se dire tiens, mon argent, j'ai pas envie de l'utiliser n'importe comment. Et donc, ils font la pression auprès des sociétés de gestion pour leur dire vous investissez dans quoi? Remettez-moi des KPI un petit peu sur la façon dont vous avez utilisé mon argent. Et donc, il y a des nouvelles normes qui se créent autour de ce qu'on appelle l'ESG au sens large. Donc eux, ils font pression auprès des sociétés de gestion qui, du coup, retransmettent cette pression auprès de leurs participations. Et puis les participations, elles sont en face de consommateurs qui, eux aussi, sont de plus en plus en demande, en se disant, c'est bien beau, j'ai envie de consommer, c'est la crise, certes, mais j'ai quand même aussi tous les jours des articles qui me disent que la planète va mal, et donc comment je peux, via mon acte de consommation, faire mieux. Donc du coup, cette digitalisation globale de l'ensemble à la fois des organisations fait qu'on a de plus en plus d'outils de mesure. Donc on a des Greenly, des Sweep, alors j'en ai mis, mais il y en a vraiment beaucoup d'outils de mesure pour mesurer
ces performances ESG dans les participations, donc ça c'est une bonne chose. Ces données, elles remontent auprès des sociétés de gestion et ça permet de les remonter aux investisseurs. Donc ça crée une chaîne de digitalisation qui fait que, du coup, il y a de plus en plus moyen de vérifier concrètement les roadmaps en termes de ESG. Mais tout ça, ça redescend la pression finalement sur l'organisation elle-même et sur le patron de la boîte qui se dit, bon bah ok, il faut que je bouge concrètement, il faut que j'aille faire un peu plus de ESG au quotidien. Et de l'autre côté, côté consommateur, on a une multitude de labels. Alors, je ne sais pas si quand vous faites vos courses ou que vous êtes sur Internet, vous voyez, ça clignote de partout, il y a des labels, il y a du vert partout. Donc, effectivement, c'est bien parce que ça nous aide à nous réorienter. On a aussi toute une gamification qui s'opère avec des applis, avec des défis, avec des scores qui apparaissent sur les sites web. Et donc, du coup, ça fait que les consommateurs, ça remonte aussi la pression auprès des sociétés pour qu'elles bougent et qu'elles fassent bouger les lignes sur cette partie responsabilité. Donc, concrètement, nous, en termes d'IA et de data, qu'est-ce que ça va signifier? Déjà, tout ça, ça crée une digitalisation qui est assez forte. Donc, c'est ce que j'ai mis sur la droite. Ça veut dire que cette digitalisation, elle passe par de la data, elle passe par de la mesure, elle passe par des chaînes de données. Et en plus de ça, il va falloir aussi se dire, tiens, comment j'accompagne finalement les sociétés dans cette stratégie ESG. Donc, comme vous l'a dit Antoine tout à l'heure, on est en train de réfléchir au contour de ce pôle de compétitivité sur le numérique responsable. Et qu'est-ce que ça veut dire le numérique responsable? Quels sont les éléments concrets qu'on peut mettre en place? On est dans un contexte en plus où il y a de plus en plus de normes et de plus en plus de réglementations qui sont en train de se mettre en place. Alors j'en ai mis quelques-unes. Il y avait le RGPD il y a quelques années, il y a eu le Data Governance Act, il y a eu le Data Act. Là, cette année, il y a eu le IA Act. Donc on en saura un petit peu plus dans quelques minutes sur cet aspect-là. Mais en tout cas, on voit que d'un point de vue réglementaire, ça bouge. Et pour les participations, il va falloir aussi qu'elles prennent des mesures et elles décident concrètement les plans d'action qu'elles vont mettre en place. Donc on a essayé de réfléchir pour la partie data, qu'est-ce que ça pouvait donner. Alors ce travail, il est issu du travail du C2R sur l'IA et la data au sein du Pôle Hunter. On a déjà listé quelques sujets. Il y a une partie sur la sobriété des données, donc qui est ce qu'on appelle la data minimization. C'est comment j'arrive à finalement me dire, est-ce que je stocke pas un peu trop de données ou est-ce que j'ai une gestion de mes données qui finalement est assez responsable? Et donc là-dessus, est-ce qu'on peut réfléchir à des nouvelles méthodologies? Je pense que vous vous retrouvez tous un peu dans j'ai collecté de la donnée juste au cas où j'en ai besoin. Et je pense qu'on est tous un petit peu là-dedans aujourd'hui parce que les data centers les abonnements ne coûtent pas cher et que finalement ça coûte pas cher de stocker de la donnée, donc on le fait tous. Ou alors quand on lance un nouveau projet, on partage des gigas de données avec le prestataire, on s'en fiche. En gros, là-dessus, il y a une vraie réflexion à mener autour de cet axe de sobriété des données. Ensuite, la partie optimisation des algorithmes, et aujourd'hui on aura des présentations sur ces sujets, mais c'est de dire, je ne suis plus en train de coder seulement pour de la performance, mais je suis aussi en train de coder en étant dans une logique de réduire ma consommation serveur. Et du coup, à la fois, je fais des économies d'argent, mais en même temps, j'ai un impact mon projet global a un impact un peu moins important sur la planète. Ensuite, il y a toute une dimension qui est efficacité énergétique de ces bâtiments et de ces data centers. Donc il y a de plus en plus de logiciels et de chercheurs qui s'intéressent à cette thématique d'efficacité et d'allocation des serveurs. Donc il y a à la fois du logiciel et du hardware. Et puis le dernier élément, c'est globalement comment former, et ça a un lien avec les écoles, et c'est demain comment former les étudiants à faire du codage orienté sobriété, c'est-à-dire que je ne suis plus seulement en train de coder mon algo et de faire mon programme sans réfléchir à cet aspect consommation, et j'adopte des bonnes pratiques ou j'utilise des librairies éventuellement sur les sujets. Donc je pense que les experts qui
qui codent ici, on voit que ça commence à arriver un petit peu dans les conférences, c'est des sujets sur la consommation énergétique. Donc c'est des tendances, hein, c'est des choses qu'on pose, pour l'instant il va falloir les travailler, et l'objectif aussi c'est de se dire tiens, on va profiter de ce pôle de compétitivité pour créer des groupes de travail sur ces thématiques. Alors je ne vais pas forcément avoir le temps de beaucoup plus détailler, mais on a essayé de faire le même travail sur la partie inclusion et éthique, en essayant de lister des sujets, à la fois sur la confiance, sur l'inclusivité, les billets. Donc ça, c'est des thématiques qui sont déjà reprises au sein de la chaire IA de confiance animée par Laurent. Mais en gros, on voit le but, c'est qu'on ait une sorte de listing de projets qu'on puisse ensuite adresser sous la forme de groupes de travail au sein du pôle de compète. Et puis, le dernier aspect de la sobriété, c'est aussi la souveraineté et la résilience. Donc on aura un certain nombre de sujets sur la souveraineté numérique, la portabilité des données, la résilience, la privacy, on en avait parlé tout à l'heure déjà, la partie de décentralisation et énorme sujet qui est la formation, l'éducation. Parce que, je ne sais pas si vous faites le même constat, mais au quotidien, on voit qu'il y a une fragmentation de la société qui s'opère de plus en plus, avec des gens qui n'y comprennent rien, qui sont complètement largués, et une partie qui devient super expert. Et donc ce côté faussé est dangereux aussi, puisque ça veut dire que ça entraîne aussi des fractures de la société. Donc il y a un enjeu à former les citoyens, à former pas seulement des super experts qui vont se faire embaucher avec des salaires mirobolants dans des belles sociétés, mais il y a aussi un enjeu de former la masse, de former les personnes, tous les citoyens de la société pour les embarquer. Et il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui sur l'IA, qui est un sondage grand public. Je ne sais pas si certains ont entendu un petit peu les résultats, mais on voit que à la fois les gens sont persuadés que l'IA peut apporter, mais en même temps il y a beaucoup de peur. Et donc je pense que ces peurs, il faut les désamorcer aussi par de l'acculturation et par de l'explication. Si vous faites ce travail-là au sein de votre famille, vous verrez que souvent les gens sont quand même, n'y comprennent pas grand-chose et ils se font une petite opinion à partir des éléments qu'ils captent, puisque c'est de plus en plus complexe et de plus en plus rapide. Même les experts comme nous, je pense qu'on a un peu de mal à suivre tellement que ça va vite, quoi. Donc voilà, c'est un petit aperçu qu'on voulait vous donner sur les travaux qui vont être menés. Moi, je suis très content, en tout cas, de voir que la région Nouvelle-Aquitaine porte ce sujet du numérique responsable. Ça va être assez passionnant. Il y a pas mal de choses à écrire et vous allez peut-être dire « Ouais, mais en fait, tu nous as cité plein de lieux communs. » Oui, mais parce que c'est aussi des sujets nouveaux et il faut les structurer, il faut les organiser. Donc, si vous avez envie, si vous avez du temps, si vous êtes motivé, en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le pôle de compète qui est en train de se structurer. Donc Antoine, comme vous le disiez tout à l'heure, Antoine Lamarche sera présent toute la journée pour vous donner un petit peu plus d'explications sur comment va fonctionner tout ça. Je termine par un dernier slide qui est un rapport qui a été remis la semaine dernière. Vous avez sans doute aussi entendu parler. Donc j'ai mis un QR code avec le rapport complet. Il y avait eu un premier rapport il y a quelques années publié par Cédric Villani. Là, c'était un deuxième comité d'experts qui a remis son rapport avec 25 recommandations concrètes sur comment faire de la France un champion de l'IA. J'ai remis ici les 7 recommandations prioritaires qu'ils ont mis en avant. Il y a en premier, vous voyez, plan de sensibilisation et de formation. Donc en fait, on voit vraiment qu'il y a vraiment un énorme enjeu autour de ça. Il y a la volonté aussi de flécher des budgets et puis un certain nombre de sujets sur la culture, sur la partie diplomatique, la partie gouvernance. Donc je vous invite à lire le rapport, il est assez intéressant. Et tout ça fait suite à toutes les discussions et les articles qu'on a entendus ces dernières semaines sur l'IA Act. Et donc ça fait une transition sur la présentation suivante. On a demandé à Bertrand de venir nous présenter le sujet. Et donc, avant de passer à ta présentation, on a une petite vidéo qu'on va diffuser de notre sponsor Dell, donc qui a choisi donc de sponsoriser la conférence de ce matin. Et donc, on vous remercie. Et donc, on passe une petite vidéo
Et Dell est présent dans la salle aussi, je crois, aujourd'hui pour vous rencontrer si jamais vous avez des questions. Welcome to now, to this moment in time. Everything you see can spark an idea. What if that idea could protect our planet and shape a more sustainable future? That future starts now. We build advanced technology that helps you look at the world from a different perspective. Imagine running a zero carbon footprint business with energy-efficient data center solutions. Envision cultivating fresh vegetables with built-in AI capabilities. And picture fighting climate change with real-time data collection. All of these solutions were once simply ideas, brought to life with the right tech at the right time. And now is the time to repurpose, reuse, and rethink the way we work, live, and play. We create sustainable IT solutions that drive change, because we believe that every moment has the power to create anything and change everything. A better tomorrow begins today. Welcome to Now.